Donc, vous avez terminé déjà donc là un gros chapitre qui est le chapitre des protozoaires. Donc, on commence le deuxième gros chapitre qui est le chapitre des helminths. Donc, les premiers, c'était des êtres vivants unicellulaires. Donc, les seconds, c'est donc des êtres vivants pluricellulaires. On les appelle aussi les métazoaires, donc helminths ou métazoaires. Donc, ces derniers sont aussi partagés donc, en deux sous-embranchements. Donc, chaque sous-embranchement, il y a des classes et des ordres, ainsi des familles, jusqu'à donc lorsqu'on est au stade donc, du genre et de l'espèce. Voilà, donc les helminths sont des métazoaires, donc c'est des êtres vivants pluricellulaires qui sont mobiles au moins au stade larvaire, c'est-à-dire le stade où vous avez donc la larve. La larve, on l'appelle aussi embryon en matière donc, de métazoaire, qui peut être mobile. Donc, on dit mobile, presque la totalité sont mobiles, mais au moins il y a quelques êtres vivants ou bien métazoaires qui ne peuvent pas être vraiment mobiles. Donc, c'est le stade larvaire qui est mobile. Donc, ces métazoaires, on a déjà parlé, qui se partagent en deux sous-embranchements. Donc, premier, métazoaire, c'est-à-dire embranchement des métazoaires ou bien embranchement des helminths. Donc, deux sous-embranchements, les platelminths et les nématelminths. Donc, on va vous donner des petites généralités donc, sur ces derniers. Après, on va les voir donc de façon détaillée. Donc, chacun a donc un cours à part. Donc, on va vous donner au moins donc au début les nématelminths. Les nématelminths, donc, vous avez dans ce sous-embranchement une seule classe qui intéresse la pathologie humaine, c'est la classe des nématodes. Donc, les nématodes, donc, c'est des êtres vivants avec un corps cylindrique. D'accord? C'est un corps cylindrique rond. On les appelle les vers ronds. Donc, c'est un corps cylindrique qui ne peut pas être partagé en parties. D'accord? Donc, c'est un seul corps. Et vous avez aussi donc, le sexe, donc qui s'est séparé en sexe mâle et femelle. D'accord? Vous avez les deux sexes pour les nématodes. Donc, vous avez les nématodes ovipares. Donc, ça, c'est la classification que vous avez donc, pour les nématodes. Donc, vous avez deux classifications. On peut les classer selon le mode de reproduction. Donc, le mode de reproduction, vous avez les nématodes en premier lieu ovipares. Donc, ovipare, c'est-à-dire la femelle, elle va vous donner donc la ponte des œufs. D'accord? Donc, là, le type de reproduction, c'est les œufs. Donc, vous avez les exemples, l'anguillule, l'ankylostome, l'ascaris, l'oxyure et le trichocéphale. Après, vous allez voir donc chacun dans son cours avec le nom scientifique exact. D'accord? Deuxième classe, c'est les nématodes vivipares. Les nématodes vivipares. Vivipares, c'est-à-dire que la femelle, au lieu de donner donc à la ponte des œufs, elle va donner directement la larve. Donc, c'est un petit ver qu'on appelle la larve qui est l'embryon des nématodes vivipares. D'accord? Pour la première, elle va donner d'abord l'œuf et après, après éclosion de l'œuf, vous avez la larve. Pour les deuxièmes, c'est directement la femelle, elle va vous donner la larve sans œuf. D'accord? Donc, ces derniers, vous avez donc, on peut avoir donc l'homme qui est en même temps hôte intermédiaire et hôte définitif. D'accord? Hôte intermédiaire et hôte définitif. Pour les premières, donc vous avez un séjour dans le milieu extérieur. D'accord? Pour les nématodes ovipares, donc le cycle ne va pas rester chez l'être humain. D'accord? Il va avoir donc une maturation dans le milieu extérieur. Mais toujours, le cycle ici, vous avez un cycle monoxène. D'accord? Un cycle monoxène. Ça n'existe pas un hôte intermédiaire. Donc, le seul hôte, c'est l'homme. Ici, l'hôte,
l'homme sert d'hôte intermédiaire et d'hôte définitif. Parce que vous allez avoir donc plusieurs hôtes pour ces derniers, surtout pour Trichinella, d'accord? On va les voir en détail après. Donc vous avez Trichinella et vous avez les filaires, d'accord? Donc les filaires, ça nécessite le passage chez un vecteur. Trichinella, donc chez l'homme et chez autres mammifères. Donc, la deuxième classification, on va les classer selon le mode de transmission, c'est-à-dire comment on peut se contaminer. Donc, ils peuvent être à transmission péroce. Donc, à transmission péroce, c'est-à-dire par voie orale. Donc, on peut être contaminé par ces derniers par voie orale. D'accord? On va manger donc des aliments ou bien de l'eau souillée ou bien avec les mains sales. Donc la deuxième classe pour la classification selon la transmission, vous avez la nématode à transmission transcutanée. Donc pour les nématodes à transmission péroce, vous trouvez l'ascaris, l'oxyure, les trichocéphales, d'accord? Donc ascaris, oxyure, trichocéphale. Donc ces derniers, trichocéphales, donc ces derniers, on les a trouvés dans les nématodes ovipares. Trichinella et Dracunculus. Pour la première classification, ils étaient classés par les nématodes ovipares. On va les retrouver donc associés avec la transmission péroce. D'accord? Si on va avoir la classification, donc on va remonter des espèces dans la transmission péroce. Donc on va trouver les ovipares et les vivipares. Mais la transmission, elle est la même. C'est-à-dire on se contamine de la même façon. Maintenant, les nématodes à transmission transcutanée. Donc vous avez par la voie cutanée. Vous avez les nématodes à transmission transcutanée active et vous avez les nématodes à transmission transcutanée passive. Active et passive, c'est-à-dire parce que la transmission active, c'est-à-dire que le parasite lui-même va creuser au niveau de la peau de façon active pour s'introduire. Donc, c'est à lui de s'introduire. Donc là, les deuxièmes nématodes à transmission passive, c'est que ils ont besoin d'un intermédiaire qui est le vecteur. D'accord? Vous avez le vecteur. Donc, vous avez ankylostome et anguillule, c'est des nématodes ovipares à transmission transcutanée active. Les filaires, c'est des nématodes vivipares à transmission transcutanée passive. D'accord? Donc, pour Trichinella et Dracunculus, c'est la seule filaire par voie orale, d'accord? Vous avez Trichinella dracunculus, c'est des nématodes vivipares à transmission péroce. Ascaris oxyure trichocéphale, c'est des nématodes ovipares à transmission péroce. Ça, c'est pour la classification. On passe au deuxième sous-embranchement, c'est les platelminthes. Déjà, le nom indique comment il est le ver. Donc, on a dit les premiers, c'est des vers ronds ou cylindriques. Donc, les deuxièmes, c'est des vers plats. D'accord? C'est des vers aplatis. Dorso-ventralement, donc, c'est des vers aplatis qu'on les appelle les platelminthes. Donc, vous avez, pour les platelminthes, deux classes. Donc, les nématelminthes, vous avez une seule classe qui est les nématodes. Pour les platelminthes, vous avez deux classes. Vous avez la classe des cestodes et la classe des trématodes. Donc, les cestodes, elle est représentée beaucoup plus par les ténions. Donc, les trématodes, elle est aussi représentée par donc, les schistosomes et les douves. Schistosomes et douves. Schistosomes, on peut les appeler aussi les bilarzies. Les douves, on peut les appeler aussi les distomes. Donc, les distomes. Donc, c'est quoi les platelminthes? C'est des vers plats. Le corps, il est segmenté pour quelques espèces ou bien non segmenté. Donc, segmenté beaucoup plus pour les cestodes. D'accord? Non segmenté pour les trématodes. Les trématodes ne sont pas segmentés, c'est comme les nématodes. Les nématodes, on a dit un seul corps, non segmenté. Donc, maintenant, les trématodes ne sont pas segmentés. D'accord? Les trématodes,
Les douves et les schistosomes, c'est un seul corps. Pour les cystodes, c'est un corps qui est séparé en anneaux. D'accord? C'est pour cela qu'on dit corps segmenté. Vous avez un tube digestif absent ou bien incomplet. Donc, la plupart, ils ont donc, soit un tube digestif absent où on n'a pas d'appareil digestif, ou bien il est présent, mais il est incomplet. Donc, ils sont hermaphrodites pour la plupart. Hermaphrodite, c'est-à-dire le sexe mâle et femelle se trouvent chez le même individu. Donc, le même individu a les deux sexes, mâle et femelle. Donc, qui a les deux sexes en même temps, on l'appelle hermaphrodite, tels que les cestodes et les douves. Pour la plupart, j'ai dit. Donc, pour les schistosomes, c'est les seuls, donc platelmètres, qui ont le sexe séparé. Vous allez trouver la femelle et le mâle. C'est pas comme les nématodes, que dans les nématodes, toutes les espèces sont à sexe séparé. C'est compris jusque-là pour la classification? Donc, si c'est bon, on continue. Donc, vous avez la classification. Donc, on va commencer par les cestodes, la classe des cestodes. Donc, vous avez la classe des cestodes avec deux ordres. D'accord? Deux ordres. Vous avez les cyclophilidés et les pseudophilidés. Cyclophilidés et pseudophilidés. Donc, on va prendre les cyclophilidés en premier temps. Vous avez trois sous-groupes. Cyclophilidés, vous avez trois sous-groupes. Vous avez le sous-groupe des ténidés, le sous-groupe des héminolépididés, le sous-groupe des dilépididés. Donc, cyclophilidés, vous avez trois sous-groupes. Ténidés, héminolépididés, dilépididés. Donc, on va prendre maintenant chaque sous-groupe à part. Donc, vous avez les genres. Donc, on passe au genre. Vous avez trois genres pour les ténidés. Donc, vous avez le genre Ténia, le genre Echinococcus et le genre Multiceps. Ténia, donc les Ténia, donc premier, Echinococcus et le genre Multiceps. Donc, le premier genre qui nous intéresse dans ce cours, parce que c'est les seuls où on va avoir donc la contamination de l'homme se fait à l'état adulte. Donc, l'homme héberge l'adulte. Donc, les deuxièmes, Echinococcus et Multiceps, vous allez les revoir avec donc, Dr. Bomassol dans les cours des cestodes à l'état larvaire. Cestodes à l'état larvaire. Vous avez donc pour le deuxième sous-groupe, Héminolépididés, un seul genre qui est Héminolépis. Donc, un seul genre qui est Héminolépis. Troisième sous-genre, ou bien sous-groupe, c'est les dilépididés, avec aussi un seul genre qui est les dipylidium. Donc, le dipylidium. Dipylidium. Donc, je répète. Donc, la classe des cestodes partagée en deux ordres. Donc, cyclophilidés et pseudophilidés. Donc, vous avez les cyclophilidés en trois sous-groupes. Les ténidés, les héminolépididés, les dilépididés. Les ténidés, vous avez trois genres. Ténia, Echinococcus, Multiceps. On a dit que les ténidés, dans les ténidés, le seul genre qui est à l'état adulte, c'est le genre du ténia. Echinococcus et Multiceps, c'est les ténias, donc, ou bien les ténidés qui parasitent l'homme à l'état larvaire. Donc maintenant, héminolépididés, c'est le seul genre, c'est Héminolépis, parasite l'homme à l'état adulte. Dilépididés, avec le seul genre, Dipylidium, qui parasite l'homme à l'état adulte. Le deuxième ordre, c'est les pseudophilidés. Vous avez un seul sous-groupe, qui sont les diphylobotridés.
Diphyllobothridés avec un seul genre qui est Diphyllobothria. Donc, Diphyllobothria. Pseudophilidés, donc vous avez un seul sous-groupe, Diphyllobothridés, avec un seul genre qui est le Diphyllobothrium. Et aussi le Diphyllobothrium parasite l'homme à l'état adulte. Parasite l'homme à l'état adulte. Donc maintenant, si vous avez des questions sur la totalité de ce qu'on a dit comme donc des petites généralités sur les cestodes. Vous avez cestodes. Sinon, on commence le cours. Premier cours des helminths, c'est les cestodoses des cestodes à l'état adulte. Cestodose, c'est-à-dire c'est la maladie due à la présence de cestodes. Cestodose des cestodes à l'état adulte. Cestodose des cestodes à l'état adulte, ou bien on les appelle aussi téniasis. Téniasis des ténias à l'état adulte. Donc on va commencer là. C'est quoi donc ces maladies? Donc sont dues à la présence dans le corps et surtout dans le tube digestif de vers plats, donc c'est des platymèntes, avec le genre donc ténia qui est en cause. Donc plusieurs espèces sont en cause. Et vous avez pour ces derniers, on a dit donc les qui sont à corps segmentés. Donc à corps segmentés, vous allez trouver donc la division de leur corps en trois parties. Vous trouvez la tête, le cou et aussi le corps en dernier. Donc la tête, on l'appelle pour les ténias, c'est le scolex. Donc tête ou scolex. Donc en matière de scientifique, pour les ténias, on dit directement le scolex. Donc ce scolex, il va y avoir sur ce scolex les organes de fixation, c'est-à-dire pour avoir donc la possibilité de se fixer au niveau du tube digestif, il y a ces organes de fixation. En général, on a des ventouses et des crochets, donc des ventouses et ou des crochets, ou bien carrément des fentes. On va voir quelles sont les espèces qui ont les ventouses, quelles sont les espèces qui ont les ventouses et les crochets, et quelles sont les espèces qui ont des fentes. Donc, leur cou, il est étroit et non segmenté. Donc, vous avez la tête. Donc, vous avez une tête, une seule masse avec les organes de fixation. Après la tête, vous aurez donc la naissance du cou. Le cou, il n'est pas segmenté. Et après, on arrive au corps. Donc, la naissance du corps, c'est sous forme segmentée, donc sous forme d'anneau. Donc, le corps, on l'appelle le strobile. Donc, strobile, corps ou strobile, qui englobe des anneaux. Il est fait par une multitude d'anneaux qui sont l'un après l'autre et qui sont accolés. Donc, les anneaux, on l'appelle les proglottis. Donc, les proglottis. Tête, c'est le scolex avec les organes de fixation. Le cou qui n'est pas segmenté, il est étroit. Le corps, on l'appelle aussi le strobie, qui est fait d'une multitude d'anneaux fixés l'un à l'autre. On les appelle aussi proglottis. Et ces espèces sont hermaphrodites. Hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles englobent en même temps le sexe mâle et femelle. Donc, c'est au niveau des anneaux. Donc, chaque anneau a les organes mâles et femelles. Donc, vous avez les espèces responsables. Vous avez le Taenia saginata, ou Taenia du bœuf, ou Taenia inerme. Donc, Taenia saginata, on l'appelle aussi le Taenia du bœuf, ou le Taenia inerme. Inerme, c'est-à-dire qu'il n'a pas de crochet, il n'a que les ventouses. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle Taenia inerme. On l'appelle aussi le Taenia solitaire. Solitaire, c'est-à-dire un seul Taenia dans le tube digestif. Il n'y a pas plusieurs. Donc, un seul Taenia qui parasite le sujet, donc un seul sujet. Donc, vous trouvez dans le tube digestif un seul parasite, donc
qui est le ténia saginata. L'embryophore, c'est-à-dire c'est l'œuf. D'accord? Embryophore, c'est l'œuf. Donc, il est avalé par les bovidés. Bovidés, c'est comme le bœuf, d'accord? Et le bœuf, il joue le rôle d'un hôte intermédiaire parce qu'il englobe la larve. L'embryophore, et après, il va donc pénétrer dans le corps et se transforme en larve. Donc, s'il a la larve, il est hôte intermédiaire. Donc, le ténia saginata adulte se trouve chez l'homme. Donc, l'homme, il est hôte définitive pour ténia saginata. Deuxième ténia, c'est le ténia solium. On l'appelle aussi le ténia du porc ou ténia armé. Armé, c'est-à-dire, en plus des ventouses, il a les crochets. D'accord? Ténia solium, on l'appelle le ténia du porc ou ténia armé. Lui aussi, il est solitaire. On ne va pas trouver plusieurs espèces, donc, plusieurs adultes, un seul adulte. Donc, embryophore, ou bien les œufs, sont avalés par les porcs. D'accord? Donc, les porcs, c'est l'hôte intermédiaire pour ténia solium. D'accord? L'hôte définitif, c'est l'homme. Donc, ténia saginata, ténia solium, ils ont un seul hôte définitif qui est l'homme. Mais l'hôte intermédiaire diffère. Vous avez le bœuf pour ténia saginata et le porc pour ténia solium. Donc, vous avez l'homme qui héberge l'adulte. Donc, on va commencer par le téniasis à ténia saginata. Donc, téniasis à ténia saginata. Téniasis, c'est-à-dire la présence de l'adulte au niveau du tube digestif de l'homme. Donc ici, vous avez une maladie qui est due à la présence du ténia saginata, qui est un parasite cosmopolite, on peut le retrouver partout. Donc la transmission se fait par le bœuf, c'est-à-dire qu'on va manger de la viande parasitée, donc du bœuf. La plupart du temps, elle est asymptomatique, le sujet ne sent rien. Des fois, on peut avoir donc des troubles digestifs, donc un sujet qui mange beaucoup, donc la polyphagie, donc il mange beaucoup, mais il est maigre, donc amaigrissement et polyphagie. Donc il mange beaucoup, mais le poids n'augmente pas, donc il y a toujours une perte de poids avec un amaigrissement. Donc vous avez, comme épidémiologie, on commence par la classification de ce parasite qui appartient à l'embranchement des helminthes, le sous-embranchement des platelminthes, la classe des cestodes, l'ordre des cyclophilidés, la famille des ténidés, le genre Ténia et l'espèce Saginata. Voilà le parasite. Donc, la morphologie de ce parasite, comment on peut voir l'adulte. Vous avez le vert, il est la couleur donc blanc grisâtre. Et vous avez qui peut aller jusqu'à 12 mètres. Donc, 5 jusqu'à 12 mètres. Si on dit 12 mètres, c'est-à-dire qu'il va prendre tout l'intestin grêle. Donc, il va commencer donc, au début de l'intestin grêle et se termine à la fin. Donc, 12 mètres. Le scolex ou bien la tête, voilà le scolex. Donc, c'est ça le scolex, ou bien la tête. Il est périforme, donc sous forme de poire. Donc, il peut aller jusqu'à 2 mm avec les 4 ventouses. Voilà les organes de fixation sur le tube digestif. Ça, c'est les ventouses. Donc, il va se fixer par les ventouses. 4 ventouses pour la fixation. Le cou, voilà le cou. Donc, il va vous donner donc là, après la tête, le cou. Il est allongé, moins large que la tête. Et donc, il est moins large que la tête. Le strobie ou bien le corps, on a dit, il est formé d'anneaux ou bien de proglottis. Donc, vous avez 1000 à 2000 anneaux. Donc, 1000 à 2000 anneaux.
Donc, vous avez le début de la chaîne, c'est-à-dire après le cou, vous avez la naissance des anneaux. Donc, ça, c'est le début de la chaîne. C'est plus près du cou. La fin de la chaîne, c'est, on a dit, à la fin, ou bien la terminaison du tube, du Graal. Donc, les anneaux, donc ces derniers, les anneaux, ou bien les proglottis, sont courts au début, donc courts, et plus larges. Donc, plus larges que longs. Ils sont plus larges, donc plus larges que longs. Donc, après, à la fin, donc au niveau de la partie terminale, donc la fin de la chaîne, vous avez des anneaux plus longs que larges. Donc, au début, c'est des anneaux plus larges que longs. À la fin, c'est des anneaux plus longs que larges. Donc, les derniers, c'est les anneaux qu'on appelle les anneaux mûrs ou bien les anneaux ovigères. Donc, au niveau de ces anneaux, vous trouvez des pores génitaux. Donc, les pores génitaux, c'est des petites ouvertures. Voilà, donc pores génitaux, petites ouvertures. Pour Taenia saginata, ils sont irrégulièrement alternés sur la chaîne, d'accord? Irrégulièrement alternés. Regardez cette partie ici. Donc, vous trouvez un vers le haut, deuxième vers le haut, ici, donc premier vers le haut, deuxième, troisième vers le bas. Donc, c'est ça l'irrégularité de l'alternance. Donc, on ne va pas trouver un vers le haut, deuxième vers le bas, le troisième vers le haut, quatrième vers le bas. Ça, c'est régulièrement alterné. Pour Stenia saginata, ils sont irrégulièrement alternés. Donc, vous trouvez deux ici. Ici, vous avez un ou bien deux. Après, vous allez avoir trois vers le haut. Donc, c'est... Donc, la viande bien cuite, vous pouvez donc ne pas la voir. Parce que on a dit donc on peut l'attraper en mangeant de la viande du bœuf mal cuite. Mais de préférence, si on trouve ces petites larves au niveau de la viande, il faut la jeter de préférence. Donc, si on ne peut pas la voir bien, il faut bien cuire, donc augmenter la température de cuisson pour avoir une bonne cuisson et vous pouvez les manger. Donc ça vous permet de tuer la larve. Donc on revient l'irrégularité. Donc vous avez des pores génitaux irrégulièrement alternés. Donc on a dit deux vers le haut, un vers le bas, après trois ou bien un seul. Donc après vers le bas, vous aurez donc deux ou bien trois. Donc c'est ça l'irrégularité de l'alternance. Donc maintenant pour les anneaux mûrs, on est guidé par les ramifications utérines. Donc il y a plusieurs ramifications utérines. Ici, on ne peut pas les voir, après on va vous les montrer. C'est plusieurs ramifications au niveau de l'anneau. On peut les voir si on a des anneaux devant nous. On va les écraser entre lamelles et lamelles et voir les ramifications. Ou bien, donc, essayer de colorer ces ramifications. Voilà donc une partie donc, du parasite. Ce n'est pas la totalité ici, donc c'est une partie. Ici, vous avez 4 anneaux. Regardez pour les pores génitaux. Donc, ils sont deux vers la droite ou bien la gauche. Un vers la droite. Le quatrième, il est vers la gauche. Donc, c'est ça. C'est des anneaux des pores irrégulièrement alternés. Voilà, les ramifications utérines sont sont pas vraiment nettes. Donc, ce qui est en bleu, blanc cassé, ici. Ici, si on va voir donc les anneaux, on peut les avoir. Donc, on peut voir cette alternance qui est irrégulière. Voilà la larve. Donc, on dit c'est une larve invaginée. Invaginée, c'est-à-dire elle se trouve dans un petit sac. Larve invaginée. Donc, la larve se trouve chez l'hôte intermédiaire qui est le bœuf. D'accord? Donc, elle est dans un sac. Elle renferme le futur
scolex du ténia. Futur scolex du ténia. Donc, vous avez à l'intérieur un scolex, c'est-à-dire que la tête. Après, donc, il va se dévaginer, regardez ici, donc c'est dans l'estomac de l'être humain, il se dévagine. C'est pas donc le dévaginé, on va le trouver chez l'être humain, on va pas le trouver chez le bœuf. Le bœuf, il est encore dans un sac, donc il va pas sortir. Une fois se retrouvant dans le tube digestif, donc il va être avalé avec la viande, il va se dévaginer, donc il va sortir de son sac, voilà le sac, et voilà donc le futur tête de ténia. Donc vous avez la tête et après vous aurez là le cou. Une fois installé, il va commencer la naissance des anneaux jusqu'à avoir la longueur totale qui peut aller, on a dit, jusqu'à 12 mètres. Donc ici, vous avez la larve invaginée. Ici, vous avez la larve dévaginée. Invaginée, c'est-à-dire à l'intérieur d'un sac. Dévaginée, elle s'extériorise. Vous avez le sac et à l'extérieur de ce sac, vous avez le futur tête, bien la future tête de ténia. Voilà au niveau de la viande ce qu'on peut voir. Regardez ce petit sac, c'est vraiment petit, au niveau de la viande. Pour cela, il faut bien vérifier la viande. Ici aussi, c'est un petit sac. Ici et ici. C'est des petits sacs blanchâtres. Donc, qui renferment la petite tête du ténia. Donc, c'est dans un sac. Donc, un sac qui renferme un scolex. Donc, voilà ce que vous avez comme schéma pour les organes génitaux. Vous avez le testicule. Vous avez ici le canal déférent, le canal excréteur, le vagin. Ici, vous avez les ovaires et une glande qu'on appelle la glande vitellogène devant donc les ovaires. Et si vous avez, donc lorsque vous aurez donc la fécondation, au niveau des ovaires, vous aurez donc l'œuf qui sort, il va être fécondé, et après elle sort par le canal. L'orifice génital, c'est le port génital. L'orifice génital, c'est ce qu'on appelle le port génital, et vous avez ici l'utérus. C'est pour cela qu'on dit hermaphrodite. Donc les organes génitaux mâles et femelles sont chez le même individu. Donc chaque anneau a les organes mâles et femelles. Donc pour ténia, donc vous avez au début, on a parlé donc des anneaux au début de la chaîne et les anneaux à la fin de la chaîne, d'accord? On a dit les anneaux à la fin de la chaîne, c'est les anneaux ovigaires. Ovigaires, c'est-à-dire ils sont mûrs, ils vont donner l'œuf, la naissance de l'œuf, d'accord? Donc si elle donne la naissance de l'œuf, c'est-à-dire elle joue le rôle de la femelle, d'accord? Joue le rôle de la femelle. Et les premiers anneaux jouent le rôle du mâle. Donc, les derniers anneaux jouent le rôle de la femelle. Les premiers anneaux jouent le rôle de la femelle. Comment ça se fait pour être fécondé? Donc, vous avez que le ver, donc le ténia, va s'aplatir, donc va se replier sur lui-même. Donc, il va remonter les derniers anneaux vers les premiers anneaux et vous avez la fécondation. Et après, il va revenir dans sa place pour donner la libération des anneaux mûrs qui vont donner la naissance à l'œuf. L'œuf du ténia, donc vous avez un œuf qui est arrondi, donc la taille jusqu'à 50 microns. La couleur, elle est marron foncé. Et vous avez une coque avec deux parties. Donc la partie externe qui est mince et la partie interne qui renferme l'embryophore. D'accord? Donc, pour l'appellation de l'embryophore, on va la trouver chez les ténias seulement. Donc, les autres, on dit œuf directement. Donc, regardez cette partie qui est mince. C'est comme un sac. Donc, si vous avez l'embryophore qui est là, donc qui est marron, englobé dans un sac, on va l'appeler œuf. S'il sort de son sac, voilà ici, s'il sort de son sac, on l'appelle directement embryophore. D'accord? Donc ici, c'est œuf.
c'est déjà mentionné œuf. Ici, vous avez l'embryophore. D'accord? Donc, cet embryophore, il a une paroi épaisse. Donc, cette paroi externe de l'embryophore, elle est vraiment épaisse. Regardez l'épaisseur. Elle est striée radialement. Donc, vous avez des stries au niveau de cette paroi en rayon de roue. Donc, on l'appelle donc une paroi rayée. Rayée. Donc, elle est striée radialement en rayon de roue. Regardez ici, elle est vraiment évidente. C'est des petits traits. C'est comme une roue. D'accord? Donc, c'est une paroi rayée, à l'intérieur de laquelle vous trouvez l'embryon qu'on appelle embryon hexaconte. Donc, vous avez un embryon à l'intérieur, on va l'appeler embryon hexaconte. C'est un embryon sous forme de 6 crochets, d'accord? 6 crochets. Donc, vous trouvez les crochets à l'intérieur, donc c'est 6 crochets à l'intérieur de l'œuf. Donc, vous avez, on a dit donc, une paroi mince, avec à l'intérieur l'embryophore. Donc, s'il est dans le sac, on appelle œuf de ténia. S'il va s'extérioriser, on l'appelle embryophore de ténia. Donc, sa paroi, elle est vraiment épaisse, marron, qui est rayée, à l'intérieur de laquelle on va trouver donc l'embryon qui est hexaconte. Donc, hexaconte, c'est-à-dire 6 crochets à l'intérieur. Voilà. Donc, l'image, elle est vraiment évidente ici. Vous avez la paroi qui est rayée. Et vous avez les 6 crochets. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'on appelle l'embryon hexaconte. Le cycle. Donc, le cycle, vous avez ici. Donc, la caractéristique du Taenia saginata, c'est que ce parasite s'extériorise en dehors de la défécation. C'est en dehors de la défécation. C'est-à-dire que les anneaux vont s'extérioriser. Ce n'est pas lorsque le sujet va aller à la selle, c'est en dehors de cette défécation. Donc, il va forcer le sphincter anal, forcer le sphincter anal et sortir. C'est-à-dire, le sujet va trouver, donc pour faire le diagnostic, va trouver donc les anneaux au niveau de ses sous-vêtements, d'accord, ou bien au niveau de son linge, d'accord, au niveau du linge ou bien au niveau des sous-vêtements. Donc, il va ramener les anneaux au laboratoire, c'est-à-dire en dehors de la défécation, pas de selle. C'est rarement où on va avoir la présence des anneaux ou bien la présence des œufs dans les selles. Donc, la présence des œufs dans les selles, c'est le cas où l'anneau va s'éclater à l'intérieur du tube digestif. Forcément, on aura les œufs dans les selles. Ou bien directement les anneaux dans les selles. Donc, elle va coïncider, donc, cette sortie avec les selles, mais c'est rare. Et la plupart du temps, on a dit donc la présence des anneaux au niveau du linge et au niveau des sous-vêtements, c'est-à-dire l'extériorisation en dehors de la défécation. Donc, ils vont se détacher, ils vont se retrouver, donc se détacher de la chaîne avec donc le transit intestinal. Elles vont se retrouver au niveau de l'anus, elles vont forcer l'anus activement et passer dans le milieu extérieur. Donc, après, dans le milieu extérieur, ils vont être lysés et libèrent les œufs ou bien les embryophores. Donc, il va y avoir ici donc la présence au niveau du linge ou bien au niveau donc, des sous-vêtements. Une fois se retrouvant donc au niveau extérieur, elles vont s'éclater. Donc, les anneaux s'éclatent pour faire sortir les œufs, ou bien être lysés, ou bien libérer directement les œufs par le port génital. Donc, ces derniers, donc bien ces embryophores, vont être disséminés dans le sol, vont se disséminer et vous avez un bovidé, voilà, qui arrive, qui ingère l'embryophore avec de l'herbe souillée, d'accord? Donc, il est au niveau du sol, qui va souiller l'herbe et ce dernier se contamine par voie orale en mangeant de l'herbe souillée par l'embryophore.
Donc, au niveau de l'embryophore, pardon, au niveau de l'estomac du bovidé, donc voilà, l'embryophore, il est dans l'estomac. Il va donc avoir la dissociation, donc il va être, donc cette paroi, elle va être dissoute par, donc là, le suc gastrique, et vous avez la libération de l'embryon hexaconte. Donc, cet embryon hexaconte va se libérer, voilà, donc ici, il va se libérer, il va passer, il traverse la paroi intestinale, il va gagner les muscles, voilà, ici, donc il va gagner les muscles du bovidé, et ici, une fois se retrouvant dans le muscle, il se transforme en larve, qu'on appelle la larve cysticerque, et elle a un nom spécial, donc scientifique. Cette larve, on l'appelle Cysticercus bovis. Donc, Cysticercus bovis, c'est-à-dire la présence d'une larve cysticerque chez le bovin, dans le muscle du bovin. Donc, elle a pris le nom scientifique Cysticercus bovis. Donc, ce cysticerque siège au niveau des tissus adipeux qui entourent les muscles striés. D'accord? Elle est au niveau du tissu adipeux qui entoure le muscle strié. Donc, au niveau du cœur, on va les retrouver au niveau du cœur, au niveau des cuisses. Et là, donc là, le muscle du bovidé. Comment l'homme s'infeste? Donc, il s'infeste par voie orale. Ça, c'est la voie de contamination. Donc, il va ingérer de la viande du bœuf mal cuite. Donc, il ingère la viande mal cuite. D'accord? Et à l'intérieur de laquelle vous avez la larve. Donc, la larve cysticerque, bien Cysticercus bovis. Après, donc, 2 à 3 mois, donc cette larve, ici, elle va perdre son sac, elle va se dévaginer, d'accord, au niveau de l'estomac. Après, elle va passer dans la première partie du tube digestif qui est le jéjunum, le duodénum. Après, vous avez le jéjunum et l'iléon. Donc, elle va se fixer à la première partie, d'accord. Donc, vous avez la tête qui est fixée, le cou, et après, elle commence la naissance des anneaux jusqu'à avoir la totalité de sa longueur. C'est donc au bout de 2 à 3 mois qu'on aura l'adulte final. Et après, donc, vous avez donc un adulte prêt à donner donc ses anneaux. Donc, il va commencer à féconder ses anneaux et après libérer les anneaux. Donc, en chaîne. Donc, ça se libère. C'est pas un par un. Donc, elle se libère un par un, pardon. Donc, un par un de la chaîne. Et on les retrouve, on a de nouveau dans le linge et les sous-vêtements. D'accord? Ça, c'est pour boucler le cycle. Si c'est évident, ou bien on recommence le cycle pour continuer, parce qu'on a plusieurs parasites à la fois aujourd'hui. Sinon, on va passer et après vous avez donc vous donnez donc vous posez vos questions, d'accord? Comme ça, on gagne du temps. Donc voilà donc le cycle avec les symptômes et le diagnostic ici. Donc c'est un cycle qui englobe et les symptômes et le diagnostic. Donc vous avez un bœuf qui est malade, c'est-à-dire qui a la larve cysticerque ou bien Cysticercus bovis, qui est l'hôte intermédiaire. Donc l'homme s'infeste en mangeant de la viande de ce bœuf mal cuite qui englobe ce cysticerque, donc la larve invaginée, qui se dévagine au niveau de l'estomac. Une fois se retrouvant dans l'intestin, elle va se fixer et elle commence de donner la naissance des anneaux jusqu'à avoir l'adulte à la fin. On a dit qu'elle est asymptomatique la plupart du temps, mais des fois vous avez une boulimie et des douleurs abdominales, c'est rare. Donc vous avez ici, après donc la terminaison des chaînes, donc de la totalité de l'adulte, vous avez la naissance ici, donc des anneaux mûrs qui vont se détacher un par un de la chaîne et on va les retrouver dans le linge et la literie.
Donc, au niveau des selles, c'est rare. Donc, au niveau des selles, on peut trouver les cristaux de Charcot-Leyden. Donc, ces cristaux qui signent la présence d'un verre dans le tube digestif. Donc, c'est la dégradation des éosinophiles locales. D'accord? C'est le produit de dégradation. On va le retrouver dans les selles de toutes les personnes qui englobent un verre dans le tube digestif. Après, vous avez donc la naissance, donc l'anneau, une fois se retrouvant dans le milieu extérieur, vous avez un œuf qui est libre, ou bien l'embryophore, qui va être dévoré, bien pris par le bœuf avec l'herbe. Une fois dans l'estomac, il va se libérer, il va passer la paroi intestinale et gagner les muscles du bœuf. Et le cycle recommence. Vous pouvez avoir donc là le diagnostic soit par le Scotch test, soit par les examens parasitologiques des selles. Et les examens parasitologiques des selles, c'est rare. Scotch test aussi, on peut le faire, mais la plupart du temps, c'est le malade qui va vous ramener les selles, pardon, qui va vous ramener les anneaux. Donc là, ce qui est comme symptomatologie, on a dit que les symptômes, la plupart du temps, le sujet, il est asymptomatique. Si on peut avoir des troubles digestifs, donc on peut les avoir à la phase de maturation du verre. Donc, phase de maturation du verre. C'est-à-dire lorsque le verre commence à donner la naissance des anneaux. C'est ça la maturation. Donc, cette phase, on peut avoir, on a dit, là, la boulimie, donc les troubles digestifs, les douleurs abdominales et la boulimie. La boulimie, donc, dans notre société, on parle de donc, un sujet qui mange beaucoup et il est toujours maigre. On dit qu'il y a un verre. Donc, en arabe, on dit عنده حنش في كرشه. D'accord? Donc, c'est ça, الحنش. Donc, c'est le verre qui est à l'intérieur de son corps. Il va manger avec l'être humain. Donc, il va prendre sa nourriture. C'est pour cela il va manger beaucoup. Donc, il va pas profiter de cette nourriture. Donc, c'est le verre qui va profiter. Et c'est pour cela le sujet mange beaucoup. Voilà le verre à l'intérieur du tube digestif. C'est une partie du verre. C'est après fibroscopie digestive. Donc, après fibroscopie digestive. Ça, c'est la paroi intestinale. Donc, ici, toujours, c'est l'intestin. Et ici, vous avez le verre. Ça, c'est l'adulte. Le diagnostic. Donc, vous avez le diagnostic d'orientation et le diagnostic de certitude. Donc, diagnostic d'orientation qui est rarement donné, donc surtout s'il est asymptomatique avec un sujet qui mange beaucoup et il est maigre, donc on peut demander une FNS. Donc, la FNS, qu'est-ce qu'elle va vous montrer? L'hyperiosinophilie. Donc, mais c'est une hyperiosinophilie qui est modérée, donc elle n'est pas vraiment très augmentée, mais elle est fréquente à la phase de maturation du verre, c'est-à-dire lorsque la première donc, installation du verre, il commence à maturer. C'est ça où on peut trouver donc une hyperiosinophilie un petit peu élevée. Après, elle va revenir à la normale lorsque le verre termine sa totalité. Donc, le diagnostic de certitude, c'est la mise en évidence du parasite. Et c'est là, on va examiner les anneaux ramenés par le malade lui-même. Donc, examen des anneaux ramassés dans le linge ou observés sur des matières fécales. C'est-à-dire, s'il va y avoir donc présence, donc le sujet va trouver le linge ou les sous-vêtements, il va les ramener, ou bien il va ramener des selles avec des anneaux au niveau de la selle. On va les prendre, ces anneaux, et on va essayer donc d'écraser ces anneaux entre l'âme et lamelle et voir les ramifications utérines au niveau de ces anneaux. D'accord? Donc, vous pouvez faire aussi le Scotch test anal. Donc, le Scotch test anal, on le fait à la fin d'après-midi ou le soir. Mais la plupart du temps, on dit la fin de l'après-midi. D'accord? Donc, vous allez avoir donc, comment faire le Scotch test. Donc, le sujet va être en position génu-pectorale. Donc, la position génu-pectorale, c'est comme un sujet qui va faire de la prière et soujoud. La position, donc, soujoud. C'est cette position où on peut appliquer un scotch ordinaire, donc un scotch donc,
C'est un cellophane adhésif qu'on va l'appliquer sur l'anneau et retirer, le replacer sur une lame et après on va essayer sur cette lame de rechercher les œufs. D'accord? Et ça ici, donc, c'est après l'éclatement de l'anneau au niveau de l'anus. C'est euh, la seule, euh, la seule façon où on peut trouver donc les œufs au niveau de l'anus accolés. Ils vont être accolés après éclatement d'un anneau. S'il n'y a pas d'éclatement, elle est négative. Et ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de verre à l'intérieur, si elle est négative. Donc, l'examen parasitologique des selles, donc on a dit rarement qu'on peut trouver. Si on trouve, on va voir aussi donc, les anneaux qui sont écrasés. Donc, et on va trouver, donc si on les écrase, on va trouver l'utérus qui est très ramifié pour saginata et la présence aussi à l'examen microscopique, donc des selles, on va trouver les embryophares. Deuxième ténia, c'est le ténia solium. Donc le ténia solium, aussi c'est la présence de l'adulte chez l'être humain. Et vous avez une répartition géographique qu'on peut la retrouver. Donc, c'est pas cosmopolite comme la première, c'est elle prend les endroits où le sujet mange du porc. D'accord? Là où les sujets consomment la viande du porc, vous allez le trouver. Donc, c'est l'Europe centrale, l'Amérique latine, Madagascar et la Chine. Donc, transmise par le porc, elle est plus grave que Taenia saginata. D'accord? C'est-à-dire plus grave, c'est-à-dire que Taenia solium, il peut parasiter l'homme à l'état adulte. Donc, il va y avoir la même symptomatologie que Taenia saginata. Donc, il est là, il reste tranquille, il mange donc votre nourriture, mais il n'est pas grave. Mais la gravité ici pour Taenia solium, c'est qu'il peut parasiter l'être humain à l'état larvaire. D'accord? C'est-à-dire le sujet peut se contaminer par la viande du porc mal cuite et par les œufs. C'est ça la gravité. Donc, cette maladie, on ne va pas la retrouver, donc jamais retrouver chez les musulmans et les juifs. Donc, les musulmans et les juifs ne mangent pas du porc, sauf exception pour quelques-uns. Donc, on ne peut pas donc la généraliser dans quelques personnes. On dit ashaddu yuhfad wa la yuqasu alayh. D'accord? Donc, les musulmans en général et les juifs ne mangent pas du porc. Donc, cette maladie n'existe pas chez nous. D'accord? Donc, elle existe dans d'autres régions, mais les régions qui mangent la viande du porc. Donc, la même chose, la même classification jusqu'à l'espèce où on a qui change. Au lieu de saginata, vous avez le solium. D'accord? La telmen, cestode, cyclophilidé, tédidé, ténia avec l'espèce solium. Voilà le ténia, comment on peut le voir. D'accord? La même chose, il a la même couleur que le premier, dans blanc grisâtre, peut aller jusqu'à 8 mètres, donc plus court que le premier. Le scolex maintenant, ou bien la tête, vous avez un scolex globuleux. Voilà, il est un petit peu globuleux par rapport au premier. Et porte à la partie antérieure, à sa partie antérieure ici, et celle-là. Donc une protubérance, ou on l'appelle le rostre. Donc le rostre, ça c'est appelé le rostre. Ces protubérances, c'est une saillie, donc une sortie donc au niveau de la tête qu'on appelle le rostre. Donc qui est court, avec double couronne de crochet. Double couronne de crochet. Donc on appelle le ténia armé. Ténia armé, c'est pas comme le saginata où on a que les ventouses. Ici, vous avez les ventouses, donc 4 ventouses, associées au rostre. Le rostre englobe une double couronne de crochet, donc c'est pour cela on l'appelle le ténia armé. Donc 4 ventouses saillantes, un coup, court et grêle. Bon, vous avez ici les ventouses, c'est un peu flou. Donc vous avez ici les ventouses. Et ici vous avez le rostre avec tout ce qui est en jaune ici, c'est les crochets. Et après vous avez la naissance. Vous avez le cou qui est grêle. Et après la naissance des anneaux. Voilà, donc c'est un peu grossièrement. Donc regardez ici. Ça c'est les ventouses.
Et ça, c'est le rostre avec les crochets. Voilà, donc là, double couronne, première couronne. Regardez l'insertion ici. Et après, ici, l'insertion de la deuxième couronne. Donc, deuxième couronne de crochet. Donc, double couronne de crochet. Donc, le corps ou le strobie a aussi des anneaux ou proglottis. Donc, la même chose que le saginata. Donc, au début de la chaîne, vous avez des anneaux plus larges que longs. Et au dernier, donc les derniers de la chaîne sont plus longs que larges. Maintenant, ce qui fait la différence avec le Taenia saginata, c'est que les pores génitaux sont régulièrement alternés. Donc, les premiers sont irrégulièrement alternés. Ici, c'est régulièrement alterné. Donc, si vous avez ici donc un vers le haut, deuxième vers le bas, troisième vers le haut, quatrième vers le bas. C'est ça l'alternance. Donc, donc les pores sont régulièrement alternés. Maintenant, pour les anneaux mûrs, vous avez des ramifications. Donc l'utérus, il est moins ramifié que le saginata. Donc, vous pouvez les compter jusqu'à 10 pour les anneaux mûrs, les ramifications utérines. Ça, c'est la larve invaginée. Donc, larve invaginée. Donc, celle-là, elle se retrouve chez le porc. D'accord? Donc, au niveau de la viande du porc, vous trouvez la larve invaginée qu'on appelle larve cysticerque. Ici, vous avez le Cysticercus cellulosa. D'accord? Première, c'était Cysticercus bovis. Celle-là, c'est Cysticercus cellulosa. Ici, vous avez, donc, au niveau de son sac, et vous avez les ventouses. Donc, ça, c'est les ventouses, qui est en rose et rond. 4 ventouses, c'est le futur tête de Ténia. Donc, aussi, c'est un seul scolex dans le sac. Et ça, ce qui est là, c'est les crochets. Donc, c'est rayé, c'est les crochets, la présence des crochets. Donc, c'est un Ténia armé. D'accord? Ça, c'est la larve invaginée. L'œuf, c'est le même que Taenia saginata, c'est-à-dire on ne peut pas faire la différence au niveau de stade, donc le stade de l'œuf. Donc c'est le même type de l'œuf. Donc en rendant notre résultat, donc si on va trouver des œufs dans les selles, on ne peut pas dire que c'est des œufs pardon, de saginata ou bien des œufs de solium. On dit directement que c'est des œufs de Taenia SP. SP, c'est-à-dire on ne peut pas donner l'espèce. D'accord? Donc, c'est la même chose. Donc, 50 microns, marron foncé, deux parties. Une partie, donc, mince. Vous avez l'embryophore et cette partie mince, c'est l'œuf. Si l'embryophore sort, donc, directement, vous avez l'embryophore et vous avez l'embryon, donc, avec une paroi rayée et l'embryon hexacanthe à l'intérieur. D'accord? Donc, vous avez l'embryon hexacanthe à l'intérieur. Donc, le cycle. Maintenant, la différence ici, vous avez les anneaux qui se détachent avec les selles. Donc, elles se détachent en chaîne. Ce n'est pas un par un. Donc, elle peut avoir 2 à 3 par chaîne. D'accord? Et c'est avec la défécation. On va les retrouver dans les selles. D'accord? Donc, l'autre intermédiaire, c'est le porc. L'autre définitif, c'est l'être humain. L'être humain aussi peut être hôte intermédiaire si elle englobe la larve. D'accord? Donc, ce ténia, on va le retrouver dans le tube digestif de l'homme. Donc, la première portion de l'intestin, grêle. Donc, les œufs, on ne va pas les retrouver dans l'intestin, mais on va les avoir donc là, l'émission d'anneaux. Et c'est les anneaux qui se dégradent après pour libérer les œufs. Donc, les œufs peuvent aller, on a dit, jusqu'à 50 microns. Elles sont embryonnées, donc à la pente. La même chose pour la première. Elles sont embryonnées parce qu'il y a un embryon à l'intérieur. Après, donc, une fois donc, retrouvé dans l'extérieur, donc avec les selles, éclatement des anneaux, il va aussi la même chose. Donc, ces œufs ou bien ces embryophores vont parasiter l'environnement, donc l'herbe. Donc,
aussi donc pour le porc, il va être contaminé en mangeant cette herbe contaminée ou bien directement en mangeant les selles parce que le porc, il est coprophage. Donc, le porc, il est coprophage, donc il peut être parasité facilement. Donc, il va être parasité. Vous avez un œuf qui englobe un embryon hexaconte. À l'intérieur de son estomac, cet embryon, il va donc sortir. Il va passer aussi dans, dans la circulation ou bien par voie donc, de continuité, se retrouve, donc traversant la paroi intestinale, se retrouve dans le muscle donc du porc. Et vous avez ici la formation de la larve qu'on appelle Cysticercus cellulosa. Donc, Cysticercus cellulosa. Donc, cette larve, elle est là, chez le porc, dans un petit kyste ou bien dans un sac. Donc, elle est invaginée. Donc, vous avez un scolex à l'intérieur avec un rostre, donc qui englobe. Donc, le rostre, il a double couronne de crochet. Et après, l'être humain, il va manger. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va manger de la viande mal cuite, donc du porc, viande mal cuite du porc, qui englobe cette larve, donc la larve cysticerque. Donc, une fois se retrouvant, elle est invaginée, donc elle va se dévaginer dans l'estomac, et après, elle va passer dans la première partie du grêle. Elle se fixe, donc les organes de fixation, donc vous avez, elle se dévagine, elle va sortir sa future tête. Vous avez ici des ventouses et donc un rostre riche ou bien avec double courant de crochet. Donc, ces organes de fixation vont le permettre de se fixer dans la partie primaire donc, du grêle. Et après, vous aurez la naissance des anneaux jusqu'à la longueur totale du parasite. Et aussi la longueur ici, on peut avoir un adulte au bout de 2 à 3 mois. Et l'être humain, donc vous avez, au niveau de l'être humain, donc vous avez un ver complet. Il commence à faire, donc détacher les anneaux mûrs. Donc les anneaux se détachent de la chaîne et vous avez la sortie. Il sort à l'extérieur donc du corps humain avec les selles et le cycle recommence. Ça, c'est le parasitisme à l'état adulte. On a dit elle est plus grave que la première, c'est-à-dire que le sujet malade, voilà, donc vous avez deux types de contamination donc pour avoir la cysticercose. Donc là, l'état adulte, pardon, l'état larvaire, on l'appelle chez l'être humain, la maladie, elle est appelée cysticercose. Donc, cysticercose, c'est en rapport avec la présence de la larve cysticerque. D'accord? Cysticercose. D'accord? Cysticercose, c'est la maladie de Taenia saginata à l'état larvaire. C'est-à-dire ici, le sujet, le malade, joue le rôle de l'hôte définitif pour englober l'adulte et peut jouer le rôle de l'hôte intermédiaire. Il peut être à la fois hôte définitif et hôte intermédiaire, c'est-à-dire qu'il a l'adulte au niveau de l'intestin et il a la larve au niveau de ses muscles et de son cerveau. D'accord? Donc, vous avez la première possibilité, si que donc, le sujet A joue les deux rôles, intermédiaire et définitif, c'est que les anneaux s'éclatent à l'intérieur du tube digestif, d'accord? Vont libérer les œufs et par un antipéristaltisme, le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire qu'il va faire vider le tube digestif des selles, d'accord? C'est-à-dire va vers l'extérieur. Antipéristaltisme, c'est-à-dire le contenu peut remonter. Et les œufs remontent. Une fois se retrouvant dans l'estomac, vous avez un embryophore qui va libérer un embryon hexaconte. Et si vous avez l'embryon hexaconte dans l'estomac, il va passer l'intestin, passer la paroi intestinale et passer aussi la circulation sanguine. Et il peut gagner plusieurs endroits, donc y compris le muscle et aussi le cerveau et l'œil. D'accord? Donc vous avez ici la possibilité d'avoir la larve et c'est plus grave par rapport à Saginata.
Deuxième donc, possibilité d'être contaminé, c'est que le sujet n'a pas l'adulte, mais il peut se contaminer par les œufs qui contaminent l'environnement, donc elle contamine l'eau, elle contamine les herbes, d'accord, ou bien beaucoup plus l'alimentation crue, donc les végétaux mangés crus ainsi que les, les fruits, d'accord. Une fois se retrouvant dans l'estomac, donc il y a libération de l'embryon hexaconte et le cycle recommence, ça sera comme chez le porc. D'accord? Ça, c'est le cas où on aura la possibilité de passage dans l'onchocercose. Vous allez le faire pour le cours d'onchocercose, pardon, de cysticercose, je m'excuse. Donc, les cysticercoses. Cysticercose, vous allez refaire le cycle donc dans le cours des cystodes à l'état larvaire, d'accord? Donc, cysticercose, ce sera la maladie à l'état larvaire. Ici, vous avez l'état adulte. Je vous ai donné la possibilité. Donc, vous avez, dans la plupart du temps, c'est l'état adulte. Des fois, on peut avoir le passage vers l'état larvaire. Si vous avez donc le même sujet qui joue le rôle des deux, hôte définitif et hôte intermédiaire. Ou bien il est directement hôte intermédiaire, donc il n'a pas l'adulte dans le tube digestif, donc il est directement hôte intermédiaire accidentel. Donc vous avez ici la même chose, donc c'est un résumé. Donc ce qu'on a ici, ce qui est en vert, c'est le cycle normal donc d'une maladie à l'état adulte. Ce qui est en jaune, c'est le passage, donc la possibilité de passer vers la cysticercose. D'accord? Donc, ce qui est en vert, c'est le même cycle. Donc, vous avez la larve Cysticercus cellulosa chez le porc. Manger de la viande mal cuite, elle va se dévaginer pour donc se fixer dans le tube digestif. Donc, il va y avoir donc, la maturation du verre jusqu'à avoir donc l'élimination des œufs dans les selles, les anneaux, pardon, dans les selles. Et vous avez la même chose, possibilité d'avoir les cristaux de Charcot-Leyden dans les selles. Scotch test, c'est rare où on peut trouver, mais la plupart du temps, c'est l'examen parasitologique des selles qui donne le diagnostic. Donc, une fois se retrouvant dans l'environnement, ils vont contaminer l'environnement et vous avez le cycle recommence chez le porc et ainsi chez l'être humain. C'est à l'état adulte. Maintenant, à l'état larvaire, donc la possibilité que le sujet, ou bien l'être humain, mange des aliments souillés par les œufs. Et les œufs, une fois retrouvés dans l'estomac de l'être humain, vous allez avoir donc là le passage donc, de l'embryon hexaconte dans la circulation ou bien par la paroi intestinale en se retrouvant donc, au niveau de la peau, du muscle, de l'œil et du cerveau. D'accord? Ça, c'est la première possibilité qui est indirecte. On peut avoir l'auto-infestation ici. Donc, l'auto-infestation, c'est-à-dire là, le sujet a le ver dans le tube digestif et vous avez donc un antipéristaltisme qui va remonter ses œufs vers l'estomac et de l'estomac, il va y avoir la dégradation de la paroi, embryon hexaconte, passage dans le sang et atteinte des différents organes. Ça, c'est la cysticercose avec ici, donc si elle est, donc cette larve, elle est en rapport avec les tissus, regardez, l'hyperiosinophilie, elle est très augmentée. Et le diagnostic ne se fera pas par les selles. On peut le faire par les selles seulement s'il y a l'adulte et la larve en même temps. C'est pour rechercher l'adulte dans les selles, d'accord? Mais le diagnostic de la cysticercose, il est indirect. Donc, c'est la sérologie et aussi la radiographie, la radiologie. La même chose, l'adulte, il est asymptomatique dans la plupart du temps et il a presque les mêmes symptômes que Taenia saginata si on n'a que l'adulte. Donc, la clinique superposable à saginata, il y a le risque ici du parasitisme à l'état larvaire qui est la cysticercose. Donc, le diagnostic, il est le même pour l'orientation. Vous avez une hyperiosinophilie modérée. Et la même chose, cette hyperiosinophilie, on va la retrouver dans la phase de maturation du ver. Donc, le diagnostic de certitude, c'est la mise des anneaux
donc dans les scènes, mise en évidence des anneaux dans les scènes. Comment on peut les identifier? Donc, ça sera de prendre ces anneaux, les mettre donc entre la mélamelle, écraser et voir les ramifications utérines. On peut aussi avoir les œufs qui sont extériorisés. On va les retrouver dans les selles. Mais on ne peut pas les différencier de ceux de Taenia saginata. On va dire Taenia, donc Taenia sp. œuf de Taenia sp ou embryophore de Taenia sp. Donc, le diagnostic pour la cysticercose, c'est, on a dit, donc, de façon indirecte. Voilà, donc, une petite comparaison entre les deux. Voilà, donc, vous avez ici Taenia solium et Taenia saginata. Donc, si on va prendre la tête, donc, c'est un Taenia inerme, donc, qui n'est pas armé. Il n'y a présence que des ventouses. Ici, en plus des ventouses, vous avez le rostre muni de double couronne de crochet. Donc, c'est le Taenia armé. Donc, vous avez ici donc, la présence de la larve chez le porc. Ici, c'est la présence de la larve chez le bœuf, donc Cysticercus bovis, et Cysticercus cellulosa chez le porc. Les ramifications utérines, regardez chez le saginata, plusieurs ramifications utérines. Chez, chez Solium, moins de ramifications, des fois on peut les compter jusqu'à 10 donc, ramifications. Donc ici, la même chose. C'est toujours là, donc le scolex, les proglottis pour la contenant et l'embryophore, il est le même pour les deux. Donc, il est le même pour les deux. On ne peut pas faire la différence. Donc, on va passer vers le troisième ténia. Et il est dû à la présence des liminolépices. Donc, vous avez deux espèces, le nana et les diminuta. On va prendre que l'espèce nana. Donc, vous avez l'immunolépice nana, responsable de l'immunolépiose. Donc, la maladie, elle s'appelle immunolépiose. Donc, elle touche essentiellement l'enfant. Donc, l'enfant, c'est parce qu'il a donc la notion de la géophagie. Donc, si on dit géophagie, c'est en rapport avec la terre, c'est-à-dire les enfants mangent de la terre. Donc, la terre, il y a présence donc de la forme infestante à ce niveau. Donc là, le nombre de pays qui vont être donc la plupart du temps touchés, c'est la Méditerranée, donc pays de la Méditerranée, l'Afrique, l'Amérique et l'Asie. Donc, la classification, ici, donc l'embranchement, sous-embranchement, c'est le même. La classe, c'est des cystodes la même. L'ordre des cyclophilidés, c'est le même. Ici, donc, le changement, ça sera au niveau de la famille. Donc, la famille Éminolépididés, ce n'est pas la famille des Ténidés, d'accord? La famille des Éminolépididés. Le genre Éminolépis avec l'espèce Nana. Parce que c'est un petit ver, on l'appelle Nana. Donc, regardez la morphologie. Donc, c'est un petit ver qui peut aller jusqu'à 30 mm. 30 mm, c'est-à-dire 3 cm. On peut avoir des fois donc, la présence de ténia jusqu'à donc ne dépasse pas les 10 mm, d'accord? Donc 10 mm, c'est-à-dire 1 cm. Donc l'adulte, si on va prendre la tête, bien le scolex, vous avez la même chose, donc organe de fixation, 4 ventouses, donc 4 ventouses. Le rostre, voilà ici, donc là, le rostre, il est bien évident, qui est rétractile, donc il sort et après, il s'introduit à l'intérieur de la tête, donc c'est pour ça qu'on dit rétractile, d'accord? La couronne de crochet, donc il y a une seule couronne de crochet, une seule couronne de crochet. Donc vous avez une seule couronne de crochet. Après, vous avez là la naissance des anneaux. Vous avez le cou qui est mince et long, d'accord? Attends. Donc ici la tête, le cou. Et après la naissance des anneaux. Donc la naissance des anneaux, regardez, c'est des petits anneaux et ils ont donc les mêmes dimensions. C'est pas comme les premiers qu'on a dit au premier de la chaîne, ils sont plus larges que longs et après plus longs que larges. Et sinon, donc ils ont les mêmes dimensions, ils sont presque ex aequo dans les dimensions.
Donc, vous avez des strobies qui sont... Donc, le strobie, c'est le corps qui est filiforme avec 200 anneaux. Des fois, on peut aller donc 200 à 200 à 200. Donc, anneaux. Donc, les 50 derniers anneaux sont mûrs. Donc, les premiers ne sont pas encore mûrs. Donc, les 50 derniers sont mûrs avec des pores génitaux unilatéraux. Unilatéraux, c'est-à-dire tous les pores sont du même côté. Voilà, donc on va prendre ici, donc regardez ce qui est vert, en rouge ici. Donc, il se termine ici au niveau du port génital. Donc, ils sont du même côté, unilatéraux. D'accord? Ils sont vers le bas ici pour cette photo. Parce que c'est petit, on ne peut pas vraiment les visualiser, mais c'est des pores génitaux unilatéraux. L'œuf, il est ovalaire, donc jusqu'à 30, 40, on peut aller jusqu'à 50 microns, et avec deux coques. Donc, une partie externe, mince, lisse et incolore, voilà, et interne, qui est ovalaire, avec deux mamelons aux deux pôles. Donc, chaque pôle, vous avez les mamelons. Ici, regardez. Ça, c'est les mamelons, c'est des petites chevelures qui servent d'organe de fixation ici pour l'œuf. Donc, deux pôles, deux mamelons ou deux pôles. La même chose ici. Donc, ici, c'est après un examen direct. Et vous avez à l'intérieur la même chose. Vous avez un embryon hexaconte. Embryon hexaconte. Donc, l'embryon hexaconte. Ici, on peut le voir. Voilà. Embryon hexaconte. Et la même chose ici. Donc, c'est sous forme de crochet. D'accord? Mais là, vous avez un œuf à parois minces. C'est pas comme les premiers, c'est une paroi épaisse. Donc, le cycle, on peut avoir donc un cycle direct et un cycle indirect. Donc, on va commencer par le cycle indirect. Donc, vous avez un œuf qui est avalé par un insecte. Voilà. Voilà l'œuf. Il va être avalé par l'insecte. Donc, la plupart du temps, c'est le ver de farine. D'accord? Ver de farine. Chez lui, donc le ver de farine se transforme. Donc, vous avez un œuf qui a un embryon hexaconte à l'intérieur. Chez l'insecte, il se transforme dans la cavité générale en larve cysticercoïde, d'accord? Dans la cavité générale de l'insecte, d'accord? Donc, larve cysticercoïde infestante. Larve cysticercoïde infestante chez l'insecte. Donc, l'embryon hexaconte s'extériorise pour donner la larve cysticercoïde infestante. Donc, chez l'homme, comment on peut avoir donc là l'infestation? Donc, en ingérant des aliments souillés. Donc, les aliments souillés par cet insecte, c'est la plupart du temps le pain mal cuit. Donc, un pain mal cuit contenant un ver de farine infesté. C'est-à-dire, on va prendre le pain avec lequel vous avez le ver de farine à l'intérieur. Et ce ver de farine, il a la larve cysticercoïde. D'accord? Donc, une fois se retrouvant cette larve cysticercoïde à l'intérieur donc, du tube digestif, elle va donner la naissance à l'adulte dans l'iléon. D'accord? C'est au niveau de l'iléon qu'elle va donner. Et c'est la plupart du temps, vous aurez le temps de 15 jours pour développer l'adulte. D'accord? C'est 15 jours pour développer l'adulte. Ça, c'est donc le cycle intermédiaire. Donc, on va reprendre. C'est-à-dire, vous avez un œuf qui va être pris par un verre de farine. D'accord? Et le verre de farine, chez lui, donc vous avez l'embryon hexaconte. L'embryon hexaconte va donc s'extérioriser pour se transformer chez le ver en larve cysticercoïde infestante. L'être humain donc, se contamine par le pain mal cuit, d'accord, qui contient un ver de farine infesté. Donc, une fois se retrouvant dans l'estomac, vous avez la libération
de cette larve cysticercoïde qui passe dans l'iléon et après 15 jours, elle va vous donner l'adulte. L'adulte, donc à la fin, vous aurez donc la libération donc, des anneaux et c'est in situ, donc la libération des anneaux se fait in situ, c'est-à-dire au niveau du tube digestif, elles vont se dégrader pour donner les œufs et les œufs vont se retrouver dans les selles. Donc ces œufs retrouvés dans les selles vont parasiter, donc contaminer l'environnement et le cycle se boucle. Donc le cycle direct, donc c'est-à-dire que le cycle va rester chez l'homme. Donc, il n'y a pas de passage, c'est le verre de farine. Donc, chez l'homme, comment? Donc, l'œuf ingéré peut libérer dans l'estomac. Donc, le sujet peut se contaminer directement par l'œuf. D'accord? Une fois être dans l'estomac, elle libère donc l'embryon dans l'estomac, l'embryon hexaconte. D'accord? Donc, l'embryon hexaconte pénètre. Donc, au niveau des villosités intestinales, il va s'enfuir. Donc, s'enfuir, se retrouvant entre les villosités intestinales et à l'intérieur des villosités, donc entre les villosités, il se transforme en larve cysticercoïde. D'accord? Se transforme en larve cysticercoïde infestante. Donc, elle est déjà à l'intérieur, donc on parle de larve cysticercoïde, qui devient aussi 15 jours après adulte. Et le sujet parasité peut se réinfester. D'accord? Peut se réinfester. Vous pouvez avoir plusieurs adultes dans le tube digestif de l'être humain. D'accord? Donc, les premiers, on a dit un seul parasite, un seul adulte. Donc, pour éliminer l'épice, parce que c'est petit, on peut avoir plusieurs. D'accord? Peut se réinfester une autre fois. Malgré qu'il englobe l'adulte, il peut avoir donc une réinfestation. Bon? Donc, ici, c'est au niveau des villosités. Donc, l'œuf, au niveau des villosités, se transforme en larve cysticercoïde et après, il va vous donner l'adulte. Donc, la géophagie, donc, c'est ça pour les enfants. Donc, s'il va prendre de la terre, donc vous avez l'embryon et vous avez un cycle qui recommence chez le petit. Donc, c'est compris pour le cycle. Donc, vous avez un cycle indirect en ingérant un insecte parasité ou bien un cycle direct si on ingère directement l'œuf. Vous avez deux possibilités d'être contaminé. Voilà, donc la clinique, la plupart du temps, elle est asymptomatique. On a dit le sujet peut avoir plusieurs adultes dans son tube digestif. Donc, si l'infestation, elle est massive, donc plusieurs adultes, vous pouvez avoir des troubles digestifs, vous pouvez avoir des céphalées, urticaire. Urticaire, c'est beaucoup plus en rapport avec l'hyperéosinophilie qui peut être augmentée un petit peu. Donc, c'est bien un prurite. Donc, et un prurite. Maintenant, le diagnostic. Donc, on peut demander le séjour en zone d'endémie. Donc là, c'est un diagnostic d'orientation. Donc, beaucoup plus, on peut le retrouver dans les pays du Maghreb, qui est le plus marqué. Ou bien la découverte des œufs dans les selles, c'est-à-dire la mise en évidence des œufs dans les selles, parce que les anneaux, on ne peut pas les mettre en évidence, ils vont être digérés dans le tube digestif. D'accord? Donc, le traitement des 3 parasitoses. Donc, vous avez le biltricide, qui est le praziquantel. Vous avez aussi la tridimine, qui est le niclosamide. Donc, le niclosamide, c'est l'ancien médicament donné en matière de téniasis. D'accord? L'ancien. Maintenant, vous avez un nouveau antiparasitaire ou anti-helminthique qui est le praziquantel. D'accord? Donc, le niclosamide, c'était le premier anti-téniasis. Donc, chez la femme enceinte, le traitement, il est contre-indiqué. On peut traiter par les grains de courge qui sont fraîches, d'accord? Qui peuvent parasiter donc le sujet. Et vous avez l'élimination. Donc, le sujet, pour dire qu'il est guéri du téniasis, il faut éliminer le scolex, d'accord? Si on élimine une partie du parasite,
Ça, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait. Donc, une fois être sûr que vous avez extériorisé le scolex, parce qu'une fois le scolex est là, il y a toujours naissance des anneaux. Il va reprendre la naissance et vous avez toujours un adulte qui prend la totalité du grain. D'accord? Ou bien pour les autres. Donc, il faut être sûr. Donc, il faut, lorsque vous avez l'extériorisation, parce que le traitement va parasiter, donc, pardon, va paralyser donc l'adulte. Une fois paralysé, il va lâcher, donc il ne va pas être fixé, il va lâcher. Donc là, la fixation au niveau de l'intestin, il va être éliminé par le péristaltisme intestinal vers l'extérieur. Donc, une fois se retrouvant dans l'extérieur, il faut bien rechercher le scolex. Si vous avez l'extériorisation du scolex, donc le sujet est guéri. S'il n'y a pas, donc il y a toujours la présence de l'adulte dans le tube digestif. Donc, la prévention, elle peut être individuelle et collective. Donc, individuelle, c'est éviter la consommation de la viande du porc, carrément, du bœuf peu cuite ou bien mal cuite. Donc, il faut bien cuire la viande du bœuf. Le porc, il faut l'éviter pour les gens qui mangent du porc. Donc là, la prévention collective, c'est le contrôle vétérinaire des carcasses dans les abattoirs. Donc, il faut bien contrôler ces carcasses et rechercher les petits kystes, on peut les appeler petits kystes, parce qu'il y a à ce niveau, donc les petits kystes ou bien des petits sacs, la présence de la tête du futur ténia. Quatrième, c'est la dipylidiose. Dipylidiose. Donc là, vous avez le genre Dipylidium et l'espèce Caninum. Donc, c'est un parasite habituel du chien. Donc, vous avez déjà le nom de l'espèce Caninum en fonction de l'espèce canine. D'accord? Parasite habituel du chien. Il est accidentellement retrouvé chez l'homme. Et surtout, on peut le retrouver chez les enfants qui sont en rapport ou bien en contact avec les chiens. Donc, il est rare, mais bénin. Donc, il a une bénignité. Il se fixe mal parce que ce n'est pas un parasite habituel donc, de l'homme, parce que c'est accidentellement qu'il peut se retrouver chez l'homme. Donc, vous allez retrouver, donc, il se fixe mal au niveau de l'intestin de l'être humain. D'accord? Donc, là, le sujet, malgré, donc, il se fixe au niveau de l'intestin, mais la fixation, elle est mal faite. Donc, c'est pour cela qu'on peut avoir une élimination spontanée de ce parasite du tube digestif. Donc, un sujet qui peut l'éliminer carrément, donc de façon spontanée. S'il reste toujours fixé, on va l'éliminer par donc là, un simple lavement, donc lavement au niveau du tube digestif, ou bien donner des ténifuges légers. Donc des ténifuges légers donc pour l'éliminer. La classification, elle est la même jusqu'à donc là, la famille. Donc Helminth, Platelminth, c'est Stoticlophilidae, la famille des Dilipididae. Dilipididae, le genre Dipylidium et l'espèce Caninum. Voilà le parasite. Donc, on va commencer par l'adulte et après, on va voir l'œuf. Donc, l'adulte, il peut aller jusqu'à 40 cm. Donc, il est petit, 40 cm, plus petit que les ténias et un petit peu gros par rapport à l'Hyménolepis. Donc, sa couleur, elle est rosâtre, c'est un petit peu rose, avec aussi 4 ventouses, donc les organes de fixation, et un rostre. Donc, 4 ventouses et un rostre. Donc, vous avez les ventouses ici et le rostre. Le rostre, il englobe 4 couronnes de crochet. 4 couronnes de crochet. Donc, Solium, il a double couronne de crochet. Hyménolepis, une seule couronne de crochet. Et Dipylidium, 4 couronnes de crochet. D'accord? 4 couronnes de crochet. Saginata, pas de crochet. Pardon? Vous avez après un cou qui est très court et mince. Et après la naissance des anneaux. Et ces anneaux, donc, ou bien les segments qui sont ovoïdes, donc l'aspect ovoïde, avec 2 pores génitaux. Vous avez 2 pores génitaux pour chaque anneau. 2 pores génitaux. Donc, de part et d'autre.
unilatéraux, donc de part et d'autre. Chaque anneau a 2 pores génitaux. Voilà, le premier et le deuxième. Donc, 2 pores génitaux par segment ou bien par anneau. Donc, l'aspect de l'anneau, il est en tonneau, donc bien l'aspect de grain de riz ou le grain de melon. D'accord? Grain de melon. Donc maintenant, les segments, les derniers segments toujours, ils sont des anneaux mûrs. Ils contiennent des capsules. À la place des œufs, vous avez des capsules. Donc à l'intérieur de l'anneau. Donc c'est des capsules qu'on appelle les capsules ovigères. Et à l'intérieur de la capsule, vous avez des œufs. D'accord? Donc l'élimination se fera sous forme de capsule. Et la capsule, on l'appelle capsule ovigère. Et à l'intérieur de la capsule, vous avez des œufs. D'accord? Donc vous avez la tête avec 4 ventouses, un rostre avec 4 couronnes de crochet, un cou qui est mince, un corps fait d'anneaux sous forme donc, de tonneaux ou bien grains de riz, avec donc 2 pores génitaux chacun, qui sont latéraux, et les segments mûrs, qui va donner après des capsules ovigères qui contiennent des œufs. Voilà la capsule. Donc c'est un sac capsule ovigère, donc qui englobe, regardez, jusqu'à 30 œufs. Donc, chaque capsule, elle a 30 œufs à l'intérieur. Donc, les œufs, ici, ressemblent à l'embryophore de ténia. Donc, ces œufs avec une paroi épaisse, rayée et un embryon hexacanthe à l'intérieur. Mais c'est petit. Ils sont très petits par rapport à l'œuf du ténia. Donc, l'hôte définitive chez le chien ou le chat. L'homme, c'est un hôte définitif accidentel. D'accord? Donc, l'hôte habituel, donc définitif habituel, c'est le chien et le chat. L'hôte définitive accidentel, c'est l'homme. Ils hébergent l'adulte. L'hôte intermédiaire, ici, c'est la puce du chien. Donc, l'hôte intermédiaire, c'est la puce du chien qui a aussi la larve cysticercoïde à l'intérieur. Donc, la larve cysticercoïde. La contamination se fait par voie orale et par ingestion de puces adultes parasitées. C'est presque le cas du ver de farine. D'accord? Le ver de farine. Donc, l'être humain le mange de façon accidentelle. Donc, les enfants, on a dit, sont presque la plupart du temps parasités par contact avec les chiens. Voilà le cycle. Vous avez le cycle habituel et vous avez le cycle accidentel. Et il se fait presque de la même façon. Donc les anneaux gravides, donc les anneaux mûrs fixés à l'intestin, donc au niveau chez le chien ou bien le chat, donc libèrent dans la lumière des œufs sphériques. D'accord? Donc réunis en groupe dans une capsule, c'est-à-dire ils vont libérer la capsule, voilà la capsule, ils vont libérer la capsule, qui est la capsule ovigère, qui a donc plusieurs œufs à l'intérieur, d'accord? C'est des petits œufs sphériques. Après, donc cette capsule rejetée dans le milieu extérieur avec les matières fécales du chat ou du chien. Donc maintenant, elle va contaminer donc l'environnement. Donc l'hôte intermédiaire peut être, on a dit, un insecte qui est la puce du chien en particulier. Donc cette puce du chien, elle va prendre un œuf qui a un embryon hexacanthe qui va se libérer et il va se transformer en larve cysticercoïde chez la puce. Larve cysticercoïde infestante qui reste en attente. Donc, elle est là. Elle vit chez la puce. Elle est en attente, c'est-à-dire en attente d'un hôte définitif pour donner l'adulte. Donc, le cycle se boucle, donc se ferme, quand le chien va croquer cette puce infectée et vous avez la libération de la larve cysticercoïde, d'accord, qui est infectieuse ou bien infectante, et elle va se fixer dans la muqueuse du Graal du chat ou du chien, d'accord. Après, elle va vous donner le bourgeonnement pour donner l'adulte, d'accord. Donc ça, c'est presque le cycle des différents ténias, donc, mais chez l'hôte habituel. Donc, ce sera la même chose chez l'être humain. Donc, le cycle est le même. Et vous avez
un sujet qui va dévorer une puce infectée, donc de façon accidentelle. Après, vous avez, donc si vous avez la puce infestée dans l'estomac, dégradation, libération de la larve cysticercoïde, et cette larve, elle va passer donc de l'estomac vers le tube digestif, elle se fixe au niveau de l'intestin pour donner après la naissance de l'adulte. On a dit cet adulte qui va se retrouver dans l'intestin de l'être humain, donc être, il peut être éliminé de façon spontanée parce que c'est pas l'hôte habituel, ou bien il va rester pour être donc éliminé par autres méthodes qui sont plus simples par rapport aux autres ténides. Ça, c'est pour le cycle. Vous avez ici donc le stade donc infection. Donc, c'est la larve cysticercoïde, c'est le stade donc, de l'infection qui se retrouve chez la puce. Et vous avez ici le stade donc, de diagnostic. Donc, diagnostic, c'est par la mise en évidence des anneaux, d'accord, en tonneau, ou bien des anneaux avec des sacs, ou bien les sacs ovigaires, si on peut les mettre en évidence. Voilà. Donc, vous avez, pour la clinique, vous avez la phase d'état, c'est la maturation. Donc, vous avez, elle est souvent asymptomatique. Parfois, on peut avoir une diarrhée, d'accord? Le diagnostic, il est simple, c'est la mise en évidence de la capsule ovigaire dans les selles, ou bien la recherche des segments, ou bien des anneaux. Et la confirmation se fera par l'élimination, ou bien l'expulsion totale du verre. On va prendre donc, on va avoir donc la totalité du verre et on va rechercher son scolex. Et on est sûr, déjà vous avez les anneaux avec donc les pores génitaux bilatéraux et vous avez donc le scolex, c'est avec 4 couronnes de crochet au niveau du rostre. Donc le traitement, vous avez aussi la niclosamide et le praziquantel, on peut le donner. Et la prévention, donc vous avez la prophylaxie collective, c'est la vermifugation des chiens, c'est-à-dire donner le traitement aux chiens pour éliminer les vers, vermifugation, d'accord? Aussi, traitement antipuce pour les chiens, c'est-à-dire éviter la présence des puces chez les chiens, donc il faut les éliminer pour ne pas avoir la possibilité de l'hôte intermédiaire. Individuel, c'est l'hygiène, donc il faut bien respecter l'hygiène manuelle pour les enfants surtout lors du contact avec les chiens. Donc, le dernier cours, c'est la botryocéphalose. Donc maintenant, la botryocéphalose, elle est due à la présence dans le tube digestif de l'adulte de Diphyllobotrium latum. Donc vous avez ici l'homme et les mammifères. Ils sont hôtes définitifs, c'est-à-dire il n'y a pas que l'homme. Donc l'homme et les mammifères, donc chien, chat, ours et renard. Et l'infestation se fait par consommation de poissons carnivores, soit crus, peu cuits, fumés, insuffisamment salés. D'accord? C'est différentes donc, modalités de contamination pour l'homme et ainsi pour les mammifères qui mangent des poissons. D'accord? Donc, cette maladie existe dans de très nombreux lacs, de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie, avec donc sous tous les climats. D'accord? Donc, c'est les poissons carnivores qui s'y retrouvent, qui vivent dans les lacs. Maintenant, pour la classification, c'est la même jusqu'à l'ordre. Donc, ici, l'ordre change. Vous avez les helminths, platelminths, cestodes. L'ordre, ce n'est pas les cyclophilidés, c'est les pseudophilidés. Donc, avec la famille des Diphyllobothridae et donc le genre Diphyllobothrium et l'espèce Latum. Maintenant, pour ces derniers, donc plusieurs vers adultes peuvent coexister chez un même individu. Malgré donc ce ver, il est vraiment trop long. Il peut prendre tout le tube digestif, mais vous pouvez avoir plusieurs vers. Ce n'est pas un seul ver, il y a plusieurs vers à la fois. Voilà le ver. Donc, l'adulte, vous avez un ver adulte jusqu'à 8 mètres. On peut avoir 15 à 20 mètres. Donc, regardez la longueur, 15 à 20 mètres. On peut aller jusqu'à 20 mètres.
Donc, il peut avoir donc 3000 à 4000 anneaux donc avec un aspect trapézoïde. Et le scolex, il est un petit peu allongé, donc de 5 mm avec deux fentes. Regardez, il n'y a pas de ventouse ici, pas de ventouse, pas de crochet. Il n'y a que deux fentes. Ça, c'est les fentes. Donc, ces fentes allongées, on les appelle botrydies. Pour cela, il a le nom de botryo. Donc, la botryocéphalose. Botryocéphalose, donc le diphylobotrium, il a les botrydies. Donc, c'est des fentes qui servent à fixer le parasite à la paroi intestinale. Avec un coup grêle, on a dit donc des anneaux trapézoïdes. Et les pores génitaux ici, vous avez des pores génitaux centrales. Donc, un port génital central, c'est au centre de l'anneau que vous avez le port génital. Ce n'est pas latéral, il est central. L'œuf, ce n'est pas un œuf comme les autres. Donc, c'est un œuf pour s'habituer à la vie. Donc, vous avez il s'habitue à la vie aquatique. D'accord? Parce que vous avez ici donc le poisson. Donc, il faut s'habituer à la vie aquatique. Vous avez un œuf à parois minces et donc il peut aller jusqu'à 70 microns. Regardez. La forme, elle est ovoïde, operculée, operculée. Donc, si vous avez un opercule, c'est comme un chapeau. Voilà. Voilà, il est fermé. Après, il va s'ouvrir pour faire sortir l'embryon. Donc, c'est un embryon cilié à l'intérieur. Et cet embryon, donc les cils vont lui permettre donc de nager au niveau du milieu aquatique. D'accord? Operculé et la coque, donc jaune clair à brune. Voilà, donc elle est jaune clair à brune. Et si vous avez un opercule fermé parce que vous n'avez pas encore l'embryon, donc il y a une masse embryonnaire. La même chose ici, donc c'est ouvert. Ici, c'est fermé. Donc voilà, la fermeture. Ici, c'est ouvert parce qu'il y a déjà la présence donc, de l'embryon. Donc, au début, après élimination, elle contient une cellule seulement. C'est une masse de cellules. Donc, c'est un non embryonné à la pente. Il n'y a pas d'embryon. Donc, après élimination, il n'est pas embryonné. Il doit s'embryonner dans le milieu extérieur qui est le milieu aquatique. Voilà le cycle. Donc, vous avez, pardon, donc le sujet qui a l'adulte, donc il va éliminer donc les anneaux et les œufs donc dans un milieu aquatique donc qui ne sont pas embryonnés au moment de la ponte. Donc après dans le milieu donc l'eau douce, on va avoir donc cette élimination. Donc après il va y avoir cette masse embryonnaire à l'intérieur de l'œuf qui n'est pas embryonné à la ponte va se transformer en embryon cilié. Donc cet embryon cilié, on l'appelle le coracidium. D'accord? Il est à l'intérieur de l'œuf. Voilà, embryon cilié. Après, l'œuf s'ouvre on a dit par l'opercule ou bien le clapet. Donc c'est comme un chapeau qui s'ouvre. Il va faire donc sortir cet embryon qu'on appelle le coracidium. Donc après éclosion, le coracidium, il est libéré dans l'eau. Pardon. Donc il peut être avalé par un cyclops. Donc ça, c'est le premier hôte intermédiaire. Donc, ce cyclops, c'est un petit crustacé d'eau douce. Il va avaler cette coracidium. Pardon. Donc chez lequel ce coracidium se transforme en larve procercoïde. Donc, larve procercoïde. Voilà, donc vous avez le coracidium avalé par le premier hôte intermédiaire que le cyclops. Il va donner la larve procercoïde. D'accord? Donc, ce cyclops aussi, lui-même, va être avalé par par un poisson d'eau douce. Voilà, donc deuxième hôte intermédiaire, c'est un poisson d'eau douce.
Donc, ce poisson, au niveau de ce poisson, la larve procercoïde va migrer dans ses muscles et elle va se transformer en larve plérocercoïde. D'accord? Larve plérocercoïde. Pardon? Donc, la larve plérocercoïde, au niveau donc, des muscles du poisson, donc d'eau douce, elle est là. Donc, elle est infestante. Elle n'est infestante pour l'homme. Mais elle doit s'enquister donc au niveau d'un poisson carnivore. D'accord? Pardon. Donc, vous avez l'hôte intermédiaire. Troisième hôte intermédiaire, voilà, c'est le poisson carnivore. Donc, le poisson carnivore, il va dévorer ce poisson, le poisson. Donc, chez lui, cette larve plérocercoïde, elle va s'enquister. Donc, vous avez un enquistement. D'accord? Donc, vous avez l'enquistement chez le poisson carnivore. L'homme s'infeste en mangeant donc, la viande de poisson, il y a la chair de poisson, infestée par la larve plérocercoïde enquistée, d'accord? Et elle va se retrouver pardon, dans le tube digestif de l'homme après ingestion. Donc, c'est de la, on a dit, c'est de la viande mal cuite, peu fumée, donc fumée, peu salée, donc ça dépend donc de la façon de manger cette viande. D'accord? Une fois donc elle est enquistée chez l'homme, donc il va ingérer ce poisson mal cuit ou fumé. Au niveau de l'intestin, la larve se fixe, donc elle va se désenquister et elle va se fixer au niveau de son intestin par ces fentes qu'on les appelle les botrydies. Donc, ce n'est pas la fixation par les ventouses, c'est par les botrydies. Et après 5 à 6 semaines, vous avez la présence de l'adulte. Donc, 5 à 6 semaines, donc vous avez une tête, donc au niveau de la salle de larve, un cou, et après la naissance des anneaux. Donc, pour donner un adulte, 5 à 6 semaines après. Donc, il peut vivre, ce dernier, donc cet adulte peut vivre 10 ans chez l'être humain, ou bien chez les autres hôtes définitifs déjà cités. Donc, on a dit plusieurs diphyllobotrions peuvent parasiter un seul sujet en même temps. Donc, c'est compris, je répète le cycle. Donc, on va répéter un petit peu le cycle. Vous avez l'hôte définitif qui est l'homme, ou bien les autres donc, carnivores qui mangent des poissons. On a dit le chat, le chien, l'ours et le renard. Donc, vous avez un adulte au niveau de l'intestin, libération donc des anneaux. Après, au niveau de l'anneau, vous avez éclatement. Au niveau de l'eau, il y a un œuf operculé qui a une masse embryonnaire.